on va commencer pour la premier webinaire de la saison. J'ai choisi un sujet qui, en fin de compte, il a toujours été très important, ce sujet. Le sujet de la procrastination. Quand j'ai commencé à en parler, fin des années 90, on n'appelait pas ça encore la procrastination en français parce que le terme n'existait pas, tout simplement. Donc j'avais appelé ça la traînardise, enfin parce que je trouvais que fainéantise et ce genre de choses, ça avait une connotation un petit peu négative. Et donc dans mes premiers articles, j'appelais ça la traînardise. Mais donc le terme technique, qui nous vient donc de l'anglais, c'est donc la procrastination. Alors, avant tout, et pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je m'appelle Cyril Malka, psychologue cognitif et comportemental, et puis hypnothérapeute. Ça fait maintenant quelques années que je suis sur la scène. Si vous voulez en savoir plus sur moi, allez sur mon site internet malka.fr. Là, il y a un point qui s'appelle « Qui et où est Cyril Malka ?» Il vous suffit de cliquer dessus et puis vous pourrez lire un petit peu tout, ou presque, sur mon parcours. Revenons maintenant à ce qui nous intéresse, c'est la procrastination, justement. Et donc, on ne va pas reporter à demain, on va le faire tout de suite. Alors, déjà, dès le début, je vais vous donner la solution. La solution du problème, c'est que, et il n'y en a qu'une, hein, je suis vraiment désolé, j'ai cherché, ça fait des années que je cherche, mais il n'y a qu'une solution, et c'est de s'y mettre. Vous n'avez absolument aucune autre possibilité que de faire la chose pour laquelle vous procrastinez. Il n'y a aucune autre solution. Maintenant, il y a quand même quelques techniques pour alléger les choses, pour rendre les choses un petit peu plus agréables et pour faciliter toute cette méthode. La première des choses qui est importante à comprendre, c'est pourquoi justement on procrastine. Parce que si on parle à une personne, si on parle à n'importe qui et qu'on lui demande, pourquoi vous faites pas ceci ou pourquoi vous faites pas cela, j'ai pas envie, ça me fait chier, j'ai autre chose à quoi faire, etc., etc. Les réponses restent quand même un petit peu superficielles. Et toutes ces réponses, on peut en fin de compte les catégoriser en 4 grandes parties. Et c'est donc ces 4 grandes parties qu'on va prendre dans ce webinaire. Je ne saurais que vous suggérer de prendre des notes. Oui, je sais, je démarre la saison et je recommence ma litanie. Papier, crayon et écrivez. Prenez des notes sur ce que je vais dire et prenez des notes sur la façon dont ça correspond éventuellement à ce à quoi vous procrastinez le plus. Donc, mettez quelques notes sur les choses que vous n'avez pas trop envie de faire, que vous retardez constamment. Et puis, voyez dans quel sens ces 4 grandes catégories, dans quelle catégorie ces choses-là tombent, et donc de là, la solution. Parce que chaque catégorie a sa méthode. En fin de compte, encore une fois, la méthode principale, c'est de s'y mettre, mais il y a donc ces 4 points importants. Alors, les 4 raisons principales, donc je vais les donner tout de suite, et puis après, on verra un petit peu plus en profondeur chacune d'entre elles. Donc, les 4 raisons principales, ça va être la première et la plus importante, et celle qu'on entend la plus souvent, c'est la peur de l'échec. C'est si je rate mon truc, si j'ai pas mon examen, si je fais un devoir nul, si je me plante, si j'ai une mauvaise note, si les gens se foutent de ma gueule, enfin bref, ça va être cette peur cette peur de l'échec. Il y a Claude Laure qui me demande s'il y aura un replay. Oui, il y aura un replay. Je mets les choses en replay généralement juste après le webinaire. Donc oui, première chose, cette peur de l'échec. Le deuxième point important que l'on voit souvent, c'est ce perfectionnisme excessif. Les gens sont très perfectionnistes.
Le troisième, c'est un manque d'énergie. Et le quatrième, c'est un manque de focalisation, une difficulté, en fin de compte, à trouver les buts et à focaliser. Donc ces 4 grandes parties, si vous regardez un petit peu les choses que vous avez du mal à faire, elles vont généralement tomber dans une de ces 4 catégories. On va commencer par la peur de l'échec. Alors, la peur de l'échec, c'est la catégorie généralement la plus courante. C'est parce qu'on a peur de rater ce qu'on va faire, c'est parce qu'on a peur d'avoir du mal, c'est parce qu'on a peur de mal faire, c'est parce qu'on a peur de ceci et cela. Cette peur de l'échec, c'est en fin de compte relié au point qu'on verra un petit peu plus tard, c'est relié au perfectionnisme, mais c'est aussi relié à cette espèce de valeur que l'on a, cette idée de valeur que l'on a de la personne, où on se dit que si on rate quelque chose, on va donc avoir cet échec, bien sûr, mais ça veut aussi dire qu'on va être dévalorisé, comme si, en fin de compte, on n'avait pas le droit à l'erreur, comme si on n'avait pas le droit de mal faire les choses ou de faire un échec. Pourquoi cette peur de l'échec? Alors ça peut venir de différentes choses. Ça peut venir de, bien entendu, que papa, maman vous ont dit ceci, cela. Mais ça, c'est ce qui aura démarré cette peur de l'échec. Si vous avez toujours cette peur de l'échec, c'est que c'est plus papa, maman qui vous l'ont dit, mais c'est vous qui vous le dites et c'est vous qui gardez ce genre de choses en vie. On a un petit peu... En plus de cette peur de l'échec, on a aussi cette tendance à faire de cette erreur une catastrophe. C'est-à-dire que l'échec, ça n'est pas seulement une erreur, c'est pas seulement quelque chose qui se passe mal, mais ça va être une humiliation, ça va être horrible, ça va être terrible, etc., etc. En fin de compte, on a un petit peu une tendance à grossir un petit peu toutes ces choses-là. Et donc, comme on a tellement peur que les choses se plantent, la meilleure des choses à faire dans ce cas-là, c'est de ne pas y aller. On peut tomber malade, on peut oublier la date, on peut se tromper dans les horaires, on peut tout simplement ne pas oser y aller, mais on peut aussi trouver donc toutes ces excuses qui vont se greffer là-dessus, parce que quand on a aussi cette crainte de l'échec, on n'ose généralement pas le dire. Donc on va inconsciemment trouver une autre excuse, on va rater son train, on va rater ceci, cela, et puis donc c'est dommage, on n'a pas pu se présenter, donc bien entendu on a eu un 0, ou bien entendu on n'a pas pu faire le travail demandé, et donc on n'a pas eu un échec. Ça c'est la méthode, enfin c'est la tendance la plus importante dans ce qui est de la procrastination. En tant que solution, il est important de comprendre et de savoir que arrêter un petit peu de rendre toutes ces choses un petit peu horribles et terribles et insupportables, et comprendre qu'un échec, quel qu'il soit, c'est pas fatal, vous n'allez pas mourir. C'est vrai que certains échecs peuvent mener à des situations très désagréables, je suis d'accord avec vous. Mais de là à ce que toute votre vie s'écroule, non, c'est pas vrai. De plus, ne pas y aller, ne rien faire, c'est un échec, puisque vous ne faites rien, puisque vous n'agissez pas. C'est donc nécessairement un échec, qui est un échec encore plus grand que d'avoir agi, que d'avoir fait quelque chose, mais d'avoir eu un mauvais résultat. Dans les différents tests cognitifs que l'on peut faire, il y a cette question, et d'ailleurs vous remarquerez que c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Il y a cette question de test qui est, on imagine que dans un grand stade, où les gens sont assis sur leur place, à un moment donné, dans les haut-parleurs, on dit qu'on va bientôt tirer un numéro de place au sort et que la personne qui est assise à cette place va gagner 10 000 euros. Donc on demande à tout le monde de rester dans leur siège parce qu'on va tirer le numéro. On s'imagine 2 personnes. On va s'imaginer M. Dupont et M. Durand. Tous ces deux, M. Dupont et M. Durand, ils sont assis à côté d'un siège vide. Okay ? M. Dupont reste dans son siège. M. Durand
au dernier moment, il va changer de siège en se disant « on ne sait jamais, je suis peut-être sur le mauvais siège ». Donc il change de siège. Le numéro qui est tiré va être le numéro du siège vide à côté de M. Dupont et Durand. C'est-à-dire que M. Dupont qui a gardé sa place, ça va être le numéro du siège à côté qui va être tiré. M. Durand qui a changé de siège, ça va être le siège dans lequel il était qui a été tiré. D'après vous, lequel des deux va être le plus contrarié? Réfléchissez-y un petit peu. Et donc ceux qui auront pensé, ou ceux qui vont m'écrire dans un instant Monsieur Durand, ont raison. Parce que on a une plus grande sensation de dépit et de frustration quand quelque chose de négatif nous arrive après qu'on ait agi, plutôt que si on n'a pas agi. Donc, le plus naturellement possible, un échec quand on n'a pas agi, quand on n'a rien fait et qu'on a donc un échec, ça va être ressenti moins fort et moins désagréable que si on a fait quelque chose et qu'on a eu un échec. C'est quelque chose de tout à fait cognitif, c'est quelque chose de tout à fait scientifique, c'est pas de la magie, et c'est les méthodes qui sont utilisées par des gens du genre de Darren Brown ou d'autres artistes hypnotiseurs pour justement forcer certaines actions de la part du public et pour pouvoir prédire ce qu'ils vont faire. C'est donc pour ça qu'il est important de comprendre qu'en fin de compte, l'échec que vous avez en n'agissant pas est en fin de compte beaucoup plus important que l'échec que vous avez en agissant pour une simple et importante raison, c'est que si vous avez un échec parce que vous n'agissez pas, vous n'apprenez absolument rien de la situation. Vous n'avez absolument aucune expérience que vous pouvez réutiliser. Si vous agissez, si vous faites ce dont vous avez peur, vous allez avoir une expérience. C'est pas parce que vous n'êtes pas tombé que vous avez appris à marcher, mais c'est parce que vous êtes tombé, parce que vous avez appris quelles étaient les mauvaises actions qui vous faisaient tomber et que vous avez appris à ne plus les faire. C'est parce que vous avez appris à vous relever que vous avez appris à marcher. Ici, c'est exactement la même chose. C'est en apprenant de vos erreurs que vous allez apprendre à devenir meilleur. Si vous ne faites absolument rien, l'échec ne sera en fin de compte, en fin de compte, beaucoup plus important. Il y a cette phrase très connue de Edison. Maintenant, si vous connaissez un petit peu la vie d'Edison et la façon dont il a inventé l'ampoule électrique, il a mis, je ne sais pas combien de temps, je ne me souviens plus vraiment. J'avais vu un film à l'époque quand j'étais gosse là-dessus, ça m'avait passionné. Je me souviens, elle avait utilisé un poil de barbe d'un de ses assistants pour essayer de faire allumer cette ampoule. Mais il avait fait des essais et des essais et des essais. Il s'était planté à chaque fois. Et néanmoins, il a continué, il l'a refait, il a réessayé, il a changé quelque chose. Il n'a pas abandonné, il n'a pas eu peur de l'échec. Et quand on lui a dit, non mais dites-moi, monsieur Edison, est-ce que vous ne pensez pas que, en fin de compte, ça a été difficile d'avoir fait 10 000 erreurs? En fin de compte, vous avez fait 10 000 erreurs et seulement une seule réussite. Parce qu'en fin de compte, c'est ce qu'il en est. Et ce à quoi Edison a répondu, mais non, je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons de ne pas faire une ampoule électrique. Ou 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. Ça dépend un petit peu des traductions. Mais réfléchissez-y, parce que toute erreur mène une expérience. Toute erreur vous amène à avancer en fin de compte. Et vous avancez beaucoup plus en apprenant de vos erreurs qu'en fin de compte en n'en faisant pas. Le deuxième principe compliqué qui est important, c'est ce perfectionnisme. Alors, je ne parle pas ici du bon perfectionnisme qui veut dire qu'on va essayer de faire de son mieux et de faire la meilleure des choses possibles. Non, je parle ici de ce perfectionnisme qui veut dire qu'on veut faire les choses parfaitement. Et ça, c'est en fin de compte vachement marrant parce que on est tous un petit peu hypocrites, hein, parce que quand je parle avec les gens, je leur dis par exemple, oui, mais vous savez parfaitement que personne n'est parfait, même vous, même moi. Ah bah oui, bien sûr, personne n'est parfait. Et ça, tout le monde le dit. Et pourtant, tout le monde veut l'être.
C'est quand même assez hypocrite, non? Ou alors on manque un petit peu du sens des réalités. Alors, maintenant, si on veut faire quelque chose de façon parfaite, eh ben, on va très rapidement être submergé par tout ce qu'il faut pouvoir faire, tout ce qu'il faut savoir, les connaissances possibles, le doigté, le ceci, le cela, etc. Et ça va, après un certain temps, ça va tout simplement vous submerger et on ne va pas pouvoir commencer parce qu'on ne va pas savoir par quel bout le prendre. Et puis on va se dire, de toute façon, je ne pourrais pas. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est un peu relié à cette peur de l'échec. Donc là, faites bien attention quand vous allez juger un petit peu vos procrastinations, dans quel camp elles peuvent être. Elles peuvent parfaitement être dans les deux, d'ailleurs. Et ça, c'est beaucoup dans les choses où on est obligé de créer quelque chose, ou de faire quelque chose, ou d'exposer une partie de sa personnalité, ou de s'exposer soi. C'est quelque chose qui est très commun chez les gens qui dessinent, chez les gens qui écrivent, chez les gens qui font de la musique, enfin, dans tous ces domaines, parce que, en gros, on pourrait dire qu'on a meilleur goût que ce qu'on peut produire. Donc, il y aura toujours un espace vide. Et un petit peu comme si on veut s'imaginer un travail qu'on doit faire, il y aura toujours un espace entre ce qu'on s'imagine vouloir faire et ce que l'on peut faire. Et ça, c'est dans tous les domaines de la vie, même donc c'est généralement plus souvent dans le domaine artistique, mais c'est exactement la même chose dans les autres domaines. C'est le même principe et les mêmes principes qui entrent. Donc là, je vais prendre le fait de l'artiste parce que c'est plus facile à comprendre. Mais par exemple, si vous dessinez ou si vous faites de la musique, eh ben, ça va être difficile de produire exactement ce que vous entendez dans votre cerveau ou ce que vous voyez dans votre cerveau, parce que vous voyez une image sans erreur, vous voyez une image parfaite ou une mélodie parfaite, et de là à la reproduire, c'est difficile. Et ça, on ne peut pas, généralement. Donc il y a toujours ce qu'on appelle ce vide entre ces deux points, et donc ce vide ne peut diminuer que d'une seule façon, et c'est en travaillant. Et quand donc on travaille, et donc on peut rapetisser ce vide entre ce qu'on veut et ce qu'on peut, donc on peut le rapetisser petit à petit. Alors là, il y a deux théories dans le domaine de la psychologie. Il y a celle des autres et la mienne. Celle des autres dit qu'à un moment donné, on peut fermer ce vide. À un moment donné, on y arrivera. D'après moi, je pense que non. Je pense qu'il y aura toujours un vide, aussi petit soit-il, et je pense même qu'on en a besoin. Parce que si un jour, il n'y a plus ce vide, il n'y a plus ce truc, eh ben, dans ce cas-là, on n'a plus d'inspiration, on n'a plus envie de faire quoi que ce soit, parce qu'il n'y a plus rien à conquérir, il n'y a plus rien à surmonter, il n'y a plus rien pour quoi se battre. Oui, Fabienne, c'est sûrement pour ça que vous n'arrivez pas à écrire pour de bon, parce que vous voulez, en fin de compte, sauter ce vide et écrire aussi bien que vous l'imaginez, ou aussi bien que telle et telle personne. Et ça, c'est pas possible. Donc, il est important d'accepter que vous pouvez faire quelque chose de parfait par rapport à vous, par rapport à ce que vous voulez faire, mais la perfection parfaite, bah non. Tiens, j'ai écrit « faites de votre mieux ». J'ai ajouté un « G ». Bon, tant pis. Hein. Vous voyez que rien n'est parfait. Hein, même mes fiches ne sont pas parfaites. Donc, et pourtant j'en suis pas mort, hein, parce que ça va venir sur YouTube et ça va être vu par des milliers de personnes, et il y en a beaucoup qui vont rire, et je suis sûr que je vais survivre. Donc, pour en revenir à ça, il est important de comprendre que rien n'est parfait, que même ce vide entre ce que vous désirez faire et ce que vous pouvez faire, eh ben, il sera toujours là, plus ou moins. Mais que c'est en écrivant, en faisant de la musique, en travaillant, en faisant certaines choses, et en faisant encore une fois des erreurs, que vous arriverez aussi près de la perfection que possible. Mais si vous regardez l'histoire, il y a, je ne sais pas moi, Monet, il a détruit, je crois, une trentaine de ses
peintures parce qu'il ne les trouvait pas suffisamment bien. Michel-Ange, il s'est attaqué à une de ses statues à coups de marteau parce qu'il n'arrivait pas à faire la tournure du bras comme il le voulait. Enfin, je veux dire, ça sert à rien de détruire ses œuvres ou de ne pas faire ses œuvres parce que c'est pas parfait. Et de plus, en fin de compte, il faut accepter que rien n'est parfait puisque si c'est quelque chose que quelqu'un d'autre doit juger, que ce soit votre boss, votre chef ou des utilisateurs ou des clients, ce que vous voulez, eux, ils vont sûrement ou peut-être avoir une autre vue sur ce qui est parfait. Il n'est pas sûr que ce que eux trouvent parfait, c'est la même chose que vous trouvez parfait. Donc c'est pour ça, si quelqu'un vous dit « Waouh, c'est super, c'est parfait », ne lui dites pas « Mais non, c'est de la merde, c'est plein d'erreurs ». Parce que lui, il ne les voit pas ou parce que pour lui, la perfection, c'est autre chose que pour vous. C'est quelque chose qui est fluide, c'est pas une vérité, la perfection. Le troisième point important, c'est ce fameux manque d'énergie. On a du mal à se lever du canapé, on a du mal à faire ceci, on est fatigué, on n'a pas envie, on préfère se détendre, on préfère faire autre chose, avoir autre chose dans la tête, on préfère ceci et cela. Là, la solution est relativement simple en fin de compte, parce que si c'est quelque chose qui vient de stress, parce que vous travaillez trop, qui vient d'un mauvais rythme de vie, parce que vous... je sais pas moi, vous travaillez trop, vous fumez trop, vous buvez trop, vous restez trop tard le soir, vous dormez pas assez, vous mangez de la junk food constamment, enfin bref, il peut y avoir plein d'explications. Là, il est important pour votre santé de travailler sur votre style de vie. Là, vous dire, bon, va falloir que je me mette des horaires fixes, va falloir que ceci, cela. Moi qui vous parle, à un moment donné, je crois que c'était aux environs de 2007, à un moment donné, je suis tout simplement tombé en digue-digue, je ne pouvais plus rien faire, j'étais totalement sans énergie, parce que je travaillais, pour ainsi dire, 14 heures par jour et j'avais aucun jour de repos. Et à un moment donné, ça pète. Oui, on m'avait dit de lever le pied, on m'avait dit de prendre quelques jours, etc. Et puis j'ai dit plus tard, parce que maintenant il faut faire ceci, il faut faire cela, etc. Et puis, à un moment donné, si on ne le fait pas soi-même, vous inquiétez pas, la biologie vous l'expliquera, mais ce sera beaucoup plus compliqué. Donc, plutôt que de perdre de la santé, plutôt que de perdre des semaines et des mois à se remettre, etc., trouver un style de vie beaucoup plus strict sur certaines choses. Encore une fois, pour reparler des personnes qui sont indépendantes ou qui travaillent un petit peu sur l'écriture, comme Fabienne apparemment, ou sur d'autres choses, je me souviens d'un écrivain danois, Tom Christensen, qui a écrit un gros bouquin de 450 pages qui s'appelle Herwerk, ça veut dire vandalisme. Lui, il était journaliste à un journal qui s'appelle, toujours d'ailleurs, le Politiken, et il avait toujours eu dans la tête d'écrire ce livre. C'était vraiment son truc, quoi. Et c'est vraiment une œuvre. Aujourd'hui, au Danemark, tout le monde au lycée, on est obligé de le lire, quand on est obligé de se taper ces 450 pages. Bon, il faut dire que c'est bien écrit et que c'est passionnant. Donc, il avait décidé d'arrêter de bosser à Politiken en tant que journaliste et puis d'écrire son livre, d'écrire son œuvre. Donc, il a résilié son contrat avec le journal et puis il est rentré chez lui. Alors, les premiers jours, il les a passés un petit peu à se remettre, à se relaxer un petit peu et puis à rien faire. Les jours ont passé et rien ne se passait. Enfin, il n'avançait pas. Il était devant sa page blanche, il foutait rien, il allait boire une bière, enfin bref. Jusqu'au moment où il s'est dit, écoute Pépère, il se l'est dit, mais en danois, écoute Pépère, ça marche pas. Ce que je vais faire, c'est que j'étais au bureau généralement de 8h à 17h avec une pause de 30 minutes à midi. Je vais commencer à bosser à 8h, je vais finir à 17h, je vais me prendre une demi-heure de pause du lundi au vendredi et samedi, dimanche, le week-end. Donc il a structuré sa journée
en fin de compte, comme une journée de travail, et il a écrit son bouquin relativement rapidement, et c'est devenu le livre que c'est aujourd'hui. Donc, quelles que soient les choses que vous avez besoin de faire ou devez faire, etc., une fois que vous avez surmonté un petit peu cette peur de l'échec, cette peur de la perfection, après, il faut mettre ça un petit peu en système, vous voyez. Et puis donc aussi travailler donc sur votre style de vie, parce que si vous êtes vraiment trop claqué, si vous manquez de vitamines, si vous manquez de ceci et de cela, là il est important donc d'avoir une journée aussi structurée que possible et aussi saine que possible. Alors il y a plein de conseils sur internet, ça je veux pas trop m'en mêler parce que moi de toute façon c'est pas trop mon truc. Mais vous avez plein de pages sur Internet pour comment vivre une vie saine. Il y en a qui mangent que des carottes, d'autres qui mangent que ceci et cela, etc. Après, c'est à vous de voir. Et si vraiment vous n'y arrivez pas, dans ce cas-là, il faut consulter un professionnel de la santé pour voir si vous avez un souci de santé, tout simplement. Et enfin, dernier problème, c'est ce manque de focalisation. On a du mal à voir le but, à voir les buts, à voir ce qui est important. Ça, c'est surtout pour tout ce qui est paperasserie, hein, remplir les fiches d'impôt, les machins, les trucs, les bidules administratifs, blablabla, blablabla. Ça, c'est un petit peu des trucs qu'on met un petit peu à côté. Et puis après, ils vous mettent des majorations, il faut payer plus, etc. Enfin bref, c'est un petit peu la spirale et on perd à tous les coups. C'est vraiment con. Et ça, en fin de compte, ça entre dans la catégorie des choses auxquelles il manque un but. Et comme il n'y a pas de but, il est difficile de focaliser. Il est important de comprendre et de voir les buts et de se mettre des buts. Pour les choses du genre administration, le but c'est tout simplement de ne pas payer des suppléments de ceci et de cela parce que de toute façon il n'y a aucune raison de leur donner plus de fric que nécessaire. Et puis l'autre but c'est qu'on vous foute la paix et que vous pouvez vous concentrer par exemple sur ce que vous avez envie de faire. Troisième chose, c'est pas parce que vous allez mettre votre fiche d'impôt dans un tiroir qu'elle va disparaître par magie ou que quelqu'un va vous la faire. C'est vrai, c'est dommage, mais ça marche pas comme ça. Donc, dans ce cas-là, mettez-vous ça comme un but. Vous voyez les buts et vous pouvez plus facilement focaliser là-dessus. En vous disant, bon, ok, fiche d'impôt, tel et tel jour, et c'est tout. Et je vais faire ceci et cela de telle heure à telle heure, tel jour, de telle semaine. Et comme ça, c'est fait. Donc ça, c'est le côté le plus facile de la procrastination, en fin de compte, parce que il suffit de voir quel but ça peut avoir, quelle importance ça peut avoir pour vous, parce que si vous ne voyez pas l'importance, si vous ne voyez pas de but, justement, c'est là que ça va finir dans le tiroir. Et puis après, vous allez vous retrouver avec l'huissier devant la porte, c'est quand même dommage. Donc, voyez le but dans ce que vous allez faire. Et puis, si je peux me permettre un conseil, personnellement, je fais ce genre de choses le plus rapidement possible pour plus en entendre parler, pour que ça ne me fasse pas chier le reste du temps, tout simplement. Parce que sans ça, ça revient plus tard, il vous renvoie un truc, ah zut, c'est vrai, je ne l'ai pas fait, enfin bref, et on n'en finit pas. Alors plutôt que de passer 3 mois avec ça, je préfère passer 1 heure, et puis après on n'en parle plus. Personnellement, je pense que c'est un très bon but à avoir, et que c'est un but que vous pouvez utiliser, je vous le conseille. Pour finir, juste un petit truc qui peut être marrant à penser. Marrant ou peut-être ça peut vous faire peur. Alors là, ce que vous voyez là, en ce moment, et ce que j'ai mis donc sur... alors là, je le dis parce que ça va devenir un podcast, et les gens, ils vont pas voir les images. Alors, il faut quand même qu'ils puissent le voir. Donc cette image, elle peut être téléchargée depuis malka.fr/image au pluriel / semaine au pluriel .png. C'est donc l'image en question. Ce que vous voyez là, tous ces carrés, en fin de compte, il y a 90 lignes et 90 colonnes et 52 lignes. Ça représente la vie de 90 ans.
une personne de 90 ans, 52 semaines par an, 90 ans. Voilà ce que c'est. Voilà ce que ça représente. Pour certains d'entre nous, par exemple, pour moi, avec 54 ans, eh ben, en fin de compte, je suis à plus de la moitié. Il en reste plus beaucoup des carrés. Hein. Voyez un petit peu, si vous y réfléchissez un petit peu, tous ces carrés qu'il y a, en fin de compte, il n'y en a pas autant que ça quand on regarde bien. Alors, vraiment, est-ce que vous voulez vraiment remettre à demain et vous empoisonner semaine après semaine la vie en vous disant « Oh, j'aurais dû faire ça, etc. » plutôt que de vraiment prendre un plaisir à chaque carré, faire ce qu'il y a à faire et après pouvoir avoir tout le plaisir possible de chaque carré jusqu'au dernier en bas à droite. Ce ne serait pas une bonne idée, ça? Voilà. J'espère que ça vous a donné un petit peu matière à réflexion et j'espère que ça vous a donné des petites idées et puis un petit coup de pouce. La prochaine fois, je parlerai de la teneur de mon dernier bouquin qui vient de sortir, qui est sur les chefs sociopathes, quand le chef est sociopathe. C'est ça que je prendrai comme le prochain sujet. Donc j'espère que vous viendrez nombreux et nombreuses. Si vous avez des questions, si vous avez quelque chose dont vous aimeriez que je parle, eh ben, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à cyril@malka.fr. Oui, Fabienne, elle vient d'écrire creepy. C'est vrai, ça fait peur. Ça porte vraiment à réfléchir parce qu'en fin de compte, quand on compte les carrés, il n'y en a pas tant que ça en fin de compte. Je suis désolé de vous avoir plombé votre soirée, mais sans ça, vous n'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin ou envie. Et puis, je vous dis à d'ici une petite quinzaine de jours pour un autre webinaire, podcast. Bonne quinzaine à vous. Merci d'être venu. À bientôt. Au revoir.